Bienvenue dans Spécial Investigation, l'émission qui contre-enquête notre monde. Aujourd'hui, les armes du terrorisme. Cette semaine, nous commémorons la tragédie de Charlie Hebdo. 7 janvier dernier, les frères Kouachi ont débarqué Kalachnikov au poing et ont fait un massacre. 10 mois plus tard, d'autres djihadistes ont attaqué des terrasses de café et une salle de concert à Paris. Les Kalash leur ont permis de réaliser un autre carnage en quelques minutes. Ces fusils d'assaut, autrefois réservés aux guérillas du tiers-monde puis au grand banditisme, sont devenus l'arme fatale des terroristes islamistes. D'où viennent ces armes? Comment passent-elles les frontières? Pourquoi l'État français n'arrive-t-il pas à endiguer ce trafic? Depuis 1 an et demi, nous avons enquêté. Notre journaliste a infiltré plusieurs filières avant et après Charlie Hebdo. Son travail est saisissant. La route de la Kalachnikov, c'est une enquête de Vanina Camban produite par CAPA pour Spécial Investigation. On a tiré à la Kalachnikov dans la capitale. Janvier 2015. Attaque de Charlie Hebdo, d'une policière à Montrouge et prise d'otage de l'hypercachère de Vincennes. 17 morts, 16 blessés. Novembre 2015. Massacre du Bataclan, des terrasses des 10e et 11e arrondissements. Bilan 130 morts et plus de 350 blessés. Les autorités parlent d'une guerre, et cette guerre a son arme, la Kalachnikov. Dans chacun de ces attentats, les assaillants ont utilisé le célèbre fusil d'assaut. D'où viennent ces armes de guerre? Quelles sont les filières qui alimentent le trafic? Celle-là est bien, on la prend aussi. Allez, faut ranger tout ça. Donne-moi encore un truc. J'ai de la place. On peut encore en mettre là. Il faut qu'on remplisse au maximum. Maintenant que les armes sont dans la voiture, comment vous vous sentez? J'ai la pression. Vraiment? Oui. Comment les trafiquants parviennent-ils à franchir les frontières pour acheminer les Kalachnikov jusqu'en France? Je suis passé par là des millions de fois, j'ai jamais attendu aussi longtemps. Ah bon? Ça se passe jamais comme ça? Non, regarde, y a personne. La France a-t-elle les moyens de lutter contre ces filières clandestines? On recherche des armes et des explosifs. Il y a de la corruption à la frontière, bien sûr. Il y en a ici en Hongrie et il y en a dans toute l'Union européenne. Avant et après les attentats de Paris, nous avons suivi la route de la Kalachnikov. Bien avant d'être utilisée dans les attentats de 2015, la Kalachnikov a longtemps été l'arme fétiche du grand banditisme. Depuis 2008, elle a fait 170 morts à Marseille. Un nouveau mort par balle à Marseille, dans les quartiers nord. Il était Règlement de compte entre bandes, guerre de territoire, trafic de drogue. J'arrive 8 jours après l'une de ces fusillades. Un jeune homme de 19 ans est mort par balle. Au conseil municipal d'arrondissement dans le nord de la ville, c'est évidemment à l'ordre du jour. Le conseil est présidé par Samia Ghali, la sénatrice maire socialiste. Le fait qu'il y ait des armes de guerre, que les armes soient disponibles, accessibles d'une manière aussi simpliste, comme on peut accéder à une paire de baskets, ou comme on peut... c'est pas normal. Il est clair qu'on se retrouve avec des adolescents qui finalement côtoient des armes de guerre, comme on côtoie finalement des vélos ou des mobilettes. Ça va, René? Et toi? Et ça fait longtemps qu'elle le dit, Samia Ghali. En 2012, elle jette un pavé dans la mare. Ah ben, il est là,
S'il faut en appeler à l'armée pour apporter un appui à la police parce qu'il y a des armes de guerre et que face à des armes de guerre, moi ça me paraît pas saugrenu que de dire que l'armée doit venir apporter de l'aide à la police, ben oui, pourquoi pas. À l'époque, toute la gauche lui tombe dessus. Mais il est hors de question que l'armée puisse répondre à ces drames et à ces crimes. Il n'y a pas d'ennemi intérieur. Aujourd'hui, Samia Ghali ne désarme pas. Ça fait longtemps que vous vous parlez de cette problématique justement à Marseille. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. J'ai été l'une des premières à le dire. Personne ne voulait le voir. Ça n'a pas fait plaisir quand je l'ai dit. J'en ai même pris plein la tête. Mais j'ai assumé, j'assume encore aujourd'hui mes propos. Parce que je sais malheureusement qu'aujourd'hui, la question des armes est une réalité dans nos quartiers, une réalité dans Marseille, mais une réalité en France aujourd'hui. Dans certaines cités de Marseille, la calage s'est tellement banalisée qu'elle fait partie du folklore local. Dans les quartiers nord, une icône du gangsta rap français tourne son nouveau clip. Le rappeur Lacrim. Il n'est pas présent sur le tournage et pour cause, il est en cavale. En juin 2013, ses empreintes digitales ont été retrouvées sur une Kalachnikov utilisée pour l'un de ses précédents clips. Lacrim a été condamné à 3 ans de prison pour détention d'armes. Mais il s'est enfui au Maroc. Il suit le tournage à distance. Le réalisateur du nouveau clip joue avec l'imaginaire morbide de la Kalash, mais cette fois-ci, l'arme est en plastique pour éviter les problèmes. Dans les quartiers, l'arme est devenue un véritable objet de fascination. Je vais laisser ouvrir. Vas-y, doucement, tiens. Voilà, si fais-la plus, comment dire, négligée, tu vois. Tu vois, joue là, voilà. Tu vois, même comme ça. Et moi, je vais faire la main droite, non? La main gauche. Voilà. Comme ça, j'en vois. Juste, ouais. Voilà, c'est... Bon, il y a comme une fascination des hommes pour les armes. Hein. Non, il n'y a pas de féminisme. Je suis pas fasciné, moi. Moi, là, je cherche le truc pour... Le côté film. Voilà, pour paraître le plus crédible possible à la caméra. Voilà. Que ça soit le plus naturel, le plus crédible. Là, j'ai fini. Voilà, c'est tout. Dans un certain nombre de clips de rap, on peut voir souvent quand même des hommes armés, des histoires sur le narcotrafic. C'est quand même quelque chose qui est récurrent. Ben, c'est la course à qui est le plus bandit d'entre nous. Voilà, c'est... je tourne un clip d'un artiste où il aura 2 Kalash. On peut attendre 2 mois et il y aura un autre artiste qui en mettra 3 à 4. Voilà, c'est de la surenchère de qui est le plus dangereux, qui a l'équipe la plus méchante. C'est voilà, c'est juste de la surenchère, mais rien de méchant en réalité. Allez, toi, on a Bon, vous me suivez ou quoi? Oh, j'en ai marre là. Allez, action, c'est parti. Lacrim supervise le tournage par téléphone interposé. Lacrim, tu es exigeant, hein. Jamais tu regardes mon écran en vrai, hein. Merci mon frère. La routine, allons faire goûter du Chivas à Poutine. Gros, je me vois sur la plage, mes frères qui me vengent, ton frère en otage. C'est qu'une balle, dis la vérité. Ce qui t'arrive, tu le mérites. Nique ta mère, je suis VIP. Première classe sur un mérite. Je les touche, je prends des billes. Là, c'est tous les artistes C'est ça, avec leur prix. Avec Lacrim. Disque d'or de Lacrim. Depuis mon tournage, Lacrim s'est rendu à la police française. Pour les réalisateurs, la calage, ce n'est pas que du cinéma. Ça fait partie du quotidien. Je vais vous dire un truc, peut-être que vous n'allez pas me croire, mais il y avait un moment où on marchait dans le quartier et qu'il y avait plein de douilles par terre. Et que les enfants du quartier s'amusaient à collectionner les douilles. Il y en a qui collectionnaient des billes, et bien là, ils collectionnaient des douilles, qui en a plus que d'autres.
Mais toutes ces douilles, là, pourquoi elles étaient là? Pourquoi elles étaient sur le sol? Parce que ça tirait presque tous les soirs. Voilà. Vous en avez connu plusieurs, vous, des personnes qui ont été tuées? Oui. Oui, plus de 10 en tout cas. Plus de 10? Ouais. C'est dans la vie de tous les jours, dans les yeux des enfants de tous les jours qu'on devrait mettre le logo moins de 10, moins de 12. Je décide de remonter la route de la Kalachnikov. Nous sommes 6 mois avant les attentats de Charlie Hebdo. Je me rends en Albanie dans les Balkans. Ce pays est l'un des plus gros fournisseurs d'armes de guerre qui ensanglantent les rues de Marseille. Après des semaines de pourparlers, un réseau de trafiquants a accepté de nous montrer comment se passe une livraison d'armes. À notre arrivée dans la capitale albanaise, nous sommes accueillis dès notre descente d'avion. Comment vas-tu? On peut lui faire confiance à ton caméraman? Ça fait 10 ans que je travaille avec lui. Ok, donc pas de problème? Aucun problème. Lisez. Demande si tu as quelqu'un de confiance ou pas. Notre guide est un ancien braqueur, rangé des voitures. Je le connais depuis des années. Il est en relation avec tous les voyous du pays. L'un de ses amis, plutôt baraqué, fera office de chauffeur. Notre guide a prévu un baratin pour la police en cas d'arrestation. Donc, officiellement, on travaille sur le tourisme. On fait un film sur le tourisme. On fait la publicité du pays, on filme les plages. Ça, c'est si jamais la police nous arrête. Vous êtes quand même journaliste, vous avez des caméras et tout ça. Officiellement, on fait un reportage sur le tourisme sur les plages de l'Albanie. C'est quoi notre programme? Vers 12-13 heures, on devrait prendre la route pour le travail qu'on a à faire. Je leur ai donné des garanties. Il faut que tout ça se termine bien. Je leur ai assuré que tout serait OK, qu'on ne filmerait pas les visages, que vous ne filmeriez pas les plaques d'immatriculation, qu'on ne puisse rien reconnaître. Sinon, si vous ne respectez pas ces instructions, s'il se passe quoi que ce soit, vous aurez des problèmes. Vous allez en payer les conséquences. Et ce ne sera pas une histoire d'argent. On sait ce qui peut se passer. Ce sera réglé en quelques secondes. Alors prie Dieu que tout se passe bien. Moi, j'ai mal au crâne avec toute cette histoire. Un trafiquant s'apprête à livrer une cargaison en France. Nous avons rendez-vous dans un café avec l'homme qui va transporter les armes en voiture. Il faut faire attention et être prudent. Ne t'inquiète pas, il ne filme pas ton visage. Il le cache? Bien sûr, si tu veux, il le cache, tu comprends? Et il y a aussi le problème des plaques d'immatriculation. Nous essayons de le rassurer. Il craint que le reportage atterrisse chez les autorités. Et les images pourraient tomber entre les mains de la police. Il n'y a aucune chance pour que quelqu'un s'empare des enregistrements. Les cartes mémoire sont petites. Elle peut les cacher dans sa culotte. De toute façon, c'est une journaliste. Personne ne peut rien lui faire. Le transporteur accepte finalement que nous le suivions. On part aujourd'hui? Oui, on part aujourd'hui. Alors on y va directement. On a récupéré nos affaires à l'hôtel, on part dans 40 minutes. Nous allons récupérer les armes. Une petite route de campagne, un endroit discret au milieu des champs, afin que nous puissions filmer les Kalachnikov qui vont partir pour la France.
Il est en train d'appeler son associé pour lui dire que la voie est libre. Il y a des hommes qui checkent s'il y a du monde autour. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Son fournisseur surgit de nulle part, en basket, avec un simple sac de course. Mais à l'intérieur, il y a planqué tout un arsenal. Cet homme est le fournisseur du réseau. Son rôle, réunir les armes d'une commande. Le transporteur les fera passer en France. Pistolets, grenades, kalachnikov. Pourquoi trouve-t-on autant d'armes en Albanie? La raison est historique. Il y a près de 20 ans, en 1997, l'Albanie a sombré dans le chaos. Suite à une énorme escroquerie financière impliquant la mafia et le gouvernement, la population voit ses comptes en banque évaporer. Les Albanais ruinés descendent dans la rue et l'émeute vire à l'insurrection. Le peuple attaque les casernes et vide les arsenaux. Plus de 500 000 armes légères se retrouvent dans la nature, dont 225 000 kalachnikovs. Expliquez-moi comment vous trouvez toutes les armes. Quel est votre rôle? Comment ça fonctionne? Mon rôle est de trouver la marchandise chez les villageois, chez les gens. Ce sont des armes que les gens ont ramassées pendant les émeutes de 1997, dans les dépôts d'armement, et qu'ils ont transportées chez eux à Dodan. Donc je me renseigne auprès d'amis qui posséderaient telle ou telle arme. Donc je vais chez eux avec une offre. Et quelle est l'arme la plus demandée? Ils demandent tous la Kalachnikov. C'est parfait contre les véhicules blindés et pour les bandes qui s'entretuent. Tout bandit dans tout conflit entre les clans, c'est la Kalachnikov qu'ils désirent. Vous n'avez pas peur de faire ça? Oui, j'ai peur, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il est difficile de gagner sa vie ici, les emplois sont rares. Ce que je fais me stresse beaucoup, je risque de finir en tôle et de foutre en l'air toute ma jeunesse. Mais il faut risquer pour survivre. Combien elle pèse? 4. Et combien vous l'avez acheté? Je l'ai acheté 600 €. Combien vous allez la revendre? 1500 ou 2000 €, tout va dépendre du client. Est-ce que vous savez qu'avec cette arme, on peut tuer et que ça arrive chez moi en France, notamment dans les banlieues? Qu'en pensez-vous? Oui, je me sens mal. Mais je n'y pense pas trop non plus, sinon ça pourrait me ronger. Je me dis seulement, j'espère que rien de mal n'est arrivé. Combien vous gagnez par an en vendant des armes? Je gagne, disons, entre 24 et 25 000 € par an. En 2012, j'ai même gagné 30 000 €. 30 000 €, c'est environ 10 fois le salaire moyen annuel d'un employé en Albanie. Bon, là, ils veulent absolument qu'on se dépêche. Peut-être il va accepter de tirer pour nous montrer. Et après, il va falloir absolument qu'on aille ailleurs, parce que visiblement, il y a des gens qui commencent à passer autour. Donc, il ne faut pas que ce soit risqué. Il ne faut pas qu'on se fasse prendre. Vite, il faut effacer les empreintes avant de planquer les calibres dans le véhicule. Nous avons maintenant rendez-vous pour le départ. Le transporteur s'est changé et arbore une tenue des plus classiques, en chemisette et souliers de cuir. Un look de bon père de famille. Pour passer les frontières, il ne faut pas se faire remarquer. Qu'ils arrêtent de filmer eux là-bas. Range ta caméra. Le convoyeur partira en tête, seul dans sa voiture. Nous sommes parvenus à le convaincre d'installer une de nos caméras discrètes sur son pare-brise. Il est 20 h, c'est le moment de prendre la route vers la France.
Nous le suivons à distance en filmant aussi. En quittant l'Albanie, nous allons traverser le Monténégro, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne. Plus de 2500 km, 5 frontières à passer avant d'entrer dans l'espace Schengen. Première étape, la douane entre l'Albanie et le Monténégro. Un douanier monténégrin s'approche. Bonsoir. Vous allez où? Dans la ville d'Outsigne. Et vous revenez quand? Demain ou après-demain. La voiture chargée d'armes passe sans encombre. Pas de problème pour nous non plus. Quelques kilomètres plus loin, pour éviter que nous soyons suivis, ils ont prévu une petite mesure de précaution. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, on va changer de véhicule. On s'est arrêté ici pour changer de véhicule. On change de véhicule et on change de chauffeur. Un peu plus loin, nous nous arrêtons pour prendre de l'essence. Quelle est notre destination finale? On va aller jusqu'à Strasbourg, ça c'est sûr. Écoute, quand nous serons à Strasbourg, nous serons informés de l'endroit où nous devrons aller. Bon, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'on a à peu près 2500 km à faire, mais on n'a pas l'information du lieu de livraison en fait, des armes. Même la personne qui est en train de conduire les armes n'a pas l'information. Nous reprenons la route. Le trafiquant a une vingtaine de minutes d'avance sur nous. Nous l'appelons. T'es arrivé à la station-service là? Arrête-toi pour prendre un café le temps qu'on arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Tout se passe bien pour lui? Évidemment, il est stressé. C'est pas des pommes de terre qu'il a dans son coffre. Je suis sûr qu'il a dû prendre 1 ou 2 cachets pour se calmer. Pour se relaxer un peu. Nous sommes maintenant à 2 km de la frontière avec la Croatie, l'entrée dans l'Union européenne. C'est le moment le plus délicat. Le transporteur est tendu. Tu leur dis d'enlever la caméra qui est dans ma voiture. Là, j'ai peur que ça marche pas et qu'on se fasse arrêter. Il a peur de garder la caméra dans sa voiture. Nous n'avons pas le choix. Il faut retirer la caméra de son véhicule. Mais nous fixons un lieu de rendez-vous après la frontière pour réinstaller le dispositif une fois passé dans l'Union européenne. Juste après avoir passé la frontière, tu t'arrêtes et tu nous attends à la première station-service. Oui, bien sûr, pas de problème. Nous lui laissons une demi-heure d'avance. Lorsque nous atteignons le poste frontière à notre tour, une barrière bloque le passage. Nous sommes obligés de nous arrêter. Aucun douanier à l'horizon. Je suis passé par là des millions de fois, j'ai jamais attendu aussi longtemps. Ah bon? Ça se passe jamais comme ça? Non, regarde, y a personne. Au bout de 20 minutes, un uniforme apparaît. Il inspecte nos passeports. Vous allez où? On va en France. En France? Oui. Comme convenu, nous nous arrêtons à la première station-service croate pour retrouver le trafiquant. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il est pas là. Il n'est pas là? Tu n'arrives pas à l'avoir au téléphone? Non, il est éteint.
Nous faisons le tour des autres stations-service des environs. Le transporteur a disparu. Regarde, il y a la police. Ça nous concerne pas. Non, juste, je le dis comme ça. Notre guide est inquiet. Il appelle un ami du transporteur. T'as appelé un de ses proches? Apparemment, il s'est fait arrêter. Mais non. Bah, s'il s'était fait arrêter, on aurait remarqué quelque chose à la frontière. C'est certainement pour ça qu'on a attendu aussi longtemps à la frontière. Mais s'il avait été là, on l'aurait quand même vu, alors qu'on n'a vu personne. Va savoir où ils l'ont emmené. On n'a même pas vu sa voiture. Ils ont dû mettre la voiture dans un hangar et la passer au scanner. Un garage. Pour fouiller la voiture. La police doit être en train de l'interroger. 5 heures du matin. Si le trafiquant s'est fait arrêter avec les armes, il pensera que nous l'avons dénoncé. Notre sécurité est en jeu. Donc là, notre accompagnateur nous dit qu'on va aller à Dubrovnik. C'est pas trop loin d'ici, à quelques kilomètres. Et en fait, on va rester là-bas jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles du trafiquant. En espérant qu'on en ait avant demain matin. Galère. Après 2 heures de sommeil, nous avons rendez-vous devant un grand hôtel avec notre guide. Il a enfin des infos sur le trafiquant. Alors, quelles sont les nouvelles? J'ai pas arrêté de l'appeler depuis que je suis réveillé. Il a fini par me répondre et il m'a dit « J'ai été obligé de partir ». Non mais attends, il est où là? Je comprends pas. Maintenant, il est arrivé en Allemagne. Le transporteur est arrivé en Allemagne. Il a filé sans nous attendre à la station-service. C'est sûr qu'il a eu peur. Quand on était assis tous ensemble à la station-service, il tremblait. Il tremblait de peur. Il a cherché un moyen de se débarrasser de nous. Il a fait exprès de faire enlever la caméra de sa voiture. Notre chauffeur sait de quoi il parle. Depuis notre tournage, il a été arrêté pour trafic d'armes dans une autre filière. Maintenant, je vais vous parler honnêtement. Moi, ce mec-là, je le comprends. Je le comprends parce que moi, quand je transporte quelque chose comme ça, je prends aucun risque. Quand tu fais ça, tu traces ta route et tu t'arrêtes pas. Donc là, on va être obligé de tout réorganiser. Notre accompagnateur va être obligé de retrouver d'autres trafiquants qui acceptent qu'on les filme partant d'Albanie jusqu'en France. Donc je crois que là, c'est la fin de notre voyage. On s'arrête à côté de Dubrovnik. Six mois plus tard, les Kalachnikovs font irruption dans l'actualité française de façon dramatique. Pour la première fois en France, des terroristes vont utiliser cette arme de guerre jusque-là réservée au grand banditisme. Attaque de Charlie Hebdo, 12 morts par balle et 11 blessés. Après 3 jours de cavale, les frères Kouachi se retranchent dans une imprimerie de Dammartin en Gouelle et meurent les calaches à la main en affrontant le GIGN. Au même moment, Amédi Koulibaly, 32 ans, prend en otage 20 personnes dans un supermarché cachère de Vincennes. Il tue 4 personnes, en blesse 4 et meurt dans l'assaut du raid. Dans sa vidéo de revendication au nom de Daesh, Koulibaly pose à côté de sa Kalachnikov. Koulibaly, ancien délinquant multirécidiviste,
a utilisé ses contacts dans le milieu criminel pour se procurer les armes de l'attentat. L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie de Pontoise est spécialisé dans les expertises balistiques. Dans cette armurerie, les gendarmes stockent une partie des armes saisies lors de leurs enquêtes. Il y a plus de 200 fusils d'assaut. Des armes de type Kalachnikov, sur Paris, on en trouve plusieurs centaines. Je ne veux pas apeurer les gens, mais des Kalachnikov, on en reçoit tous les mois ici, au laboratoire. Aujourd'hui, voyous traditionnels et terroristes islamistes font des affaires ensemble. Si les gens qui sont djihadistes ont un besoin d'armes, on peut très bien avoir une porosité entre le milieu de la criminalité organisée, que ce soit stupéfiant ou braquage, vers des djihadistes. Ils ne vont pas forcément leur dire à quelle fin ils vont acheter ces armes-là. Tout ce qui compte dans les trafics, c'est de pouvoir vendre. C'est-à-dire vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a besoin d'une arme à feu, quelqu'un qui en a une et qui en a plus besoin, il est là pour faire de l'argent, il va la revendre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le modèle le plus souvent saisi par les gendarmes dans leurs enquêtes est un fusil d'assaut de type Kalachnikov, produit en Serbie. Le modèle qu'on retrouve le plus en expertise, ça reste le M70 yougoslave. Que ce soit de la M70 AB2, vous voyez qu'un système de crosse rétractable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir défaire la crosse pour pouvoir épauler ou pas. Ça permet de la dissimuler plus facilement, mais on va aussi avoir des productions qui viennent du même pays avec une crosse qui n'est pas rétractable du tout. Je sais qu'il y en a plus de 7 Kalachnikov sur 10 qui ont été produites dans les Balkans. C'est plus que 70%. Le modèle M70 a été conçu en 1970. Il est fabriqué dans la petite ville de Kragujevac, en Serbie. Après des mois de négociations, nous avons obtenu une autorisation de tournage dans l'usine qui produit le M70. Autrefois, Zastava fabriquait des voitures, des camions et des armes. Depuis le démantèlement de la Yougoslavie dans les années 90, l'entreprise a été frappée par la crise. Aujourd'hui, il ne reste plus que les armes. Dans la salle d'exposition, le chef des ventes nous présente toute sa gamme. Bonjour. Bonjour, je suis Zoran Vulovic. Vanina Kamban. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Nous nous trouvons dans notre salle d'exposition, où vous pouvez trouver tous les modèles fabriqués ici. On trouve toutes nos armes qui sont sur le marché. Et c'est ici que viennent tous nos acheteurs. Tout ce que vous voyez là, c'est le programme militaire. Les fusils automatiques, les fusils mitrailleurs et les fusils à lunettes. Quelle est l'arme la plus populaire que fabrique l'usine Zastava? C'est l'arme Zastava la plus populaire depuis des années. C'est ce fusil automatique, le M70 AB2, avec crosse rétractable. C'est l'arme qui a marqué l'histoire, c'est l'arme de guerre qui a marqué l'histoire. C'est ce fusil d'assaut-là, et on l'utilise encore, et on continue à le vendre aujourd'hui à nos acheteurs. Donc c'est l'arme de type Kalachnikov que vous vendez le plus? Oui, c'est le cas. C'est donc l'arme la plus connue? Sans hésiter, on peut dire la plus légendaire. Légendaire? Oui, elle est entrée dans l'histoire. La Kalachnikov a été inventée par les Russes en 1947. D'où son premier nom, AK-47. Depuis, l'arme a été produite à plus de 100 millions d'exemplaires, sans compter les imitations dans les pays de l'Est et en Chine. C'est l'arme la plus répandue sur la planète. Rustique et peu coûteux, ce fusil mitrailleur a été adopté par les guérillas du monde entier à partir des années 70, jusque dans les mains des enfants soldats. En remerciement des services rendus, la Kalash illustre les drapeaux du Mozambique ou du mouvement libanais Hezbollah. Les grands patrons du crime organisé, de Pablo Escobar au cartel mexicain, en ont commandé des modèles bling-bling et sur mesure. Dans les années 90, les djihadistes internationaux d'Al-Qaïda s'en emparent et en font leur arme fétiche. En sortant de la salle d'exposition de l'usine, je suis encadré par plusieurs officiels, dont un lieutenant-colonel de l'armée serbe, dépêché depuis Belgrade, la capitale,
pour surveiller mon tournage. Il peut pas filmer ici. Arrêtez de vous mêler de ça. Toutes les 5 minutes, il intervient pour m'empêcher de filmer. Vous ne comprenez pas? Stop, on filme pas ici. Je négocie discrètement avec le directeur de l'usine de pouvoir revenir le lendemain en l'absence du lieutenant-colonel. Il accepte. Où sommes-nous? Nous sommes dans la zone de développement des produits. C'est ici que toutes les armes que nous développons sont testées. Chaque chargeur contient 30 balles de calibre 7,62, environ 4 cm de métal profilé. Sur son site, Zastava a mis en ligne cette démonstration promotionnelle. Les fusils mitrailleurs de type Kalachnikov permettent de tirer en moins de 30 secondes jusqu'à 350 balles. Un déluge de feu permis par un système de percussion très particulier. Expliquez-moi comment il fonctionne. Tous nos fusils d'assaut sont conçus sur le même principe depuis les années 70. C'est un système de tir au gaz propulseur avec un boulon de verrouillage rotatif. C'est le système Kalachnikov. Cette arme est vraiment très fiable dans les conditions les plus difficiles. Qu'il y ait une intense humidité, qu'elle aille dans l'eau, dans le sable, que le combattant tombe dans la boue, il suffit qu'il la secoue, qu'il ouvre, qu'il essuie et ça repart. C'est tellement facile à démonter, c'est un mécanisme tellement simple. Rien à voir avec la complexité du mécanisme d'une montre. En résumé, c'est un fusil d'assaut qui marche non-stop. Donc tout le monde peut utiliser cette arme, la Kalachnikov. Tous ceux qui sont capables de la prendre en main peuvent l'utiliser. En fait, en une demi-heure, on peut apprendre à l'utiliser sans problème. En 30 minutes. Oui. La Kalachnikov et ses imitations ont fait des millions de morts depuis 1947. Mais chez Zastava, on préfère présenter les choses autrement. Je suis tout de même dans une usine d'armement. Et les armes tuent. Pourquoi ne voir que ce côté des armes qui tuent? Parce que d'un autre côté, les armes, c'est aussi le symbole de la liberté, de la sécurité. Dieu merci, nous ne vendons pas de la mort aux gens. Nous vendons de la vie, de la sécurité et de la liberté. Ce n'est pas bien de regarder les choses uniquement de ce point de vue-là. C'est pas contre vous, mais les armes, c'est quand même quelque chose de noble. Évidemment, on préférerait fabriquer des tracteurs, des canons d'arrosage pour les fruits, du matériel d'irrigation agricole. Ce serait beaucoup mieux pour le monde dans lequel nous vivons. Mais que faire? Nous vivons dans un monde qui a besoin d'armes. Et nous sommes là où nous sommes. Malheureusement, depuis que le monde existe, il y a toujours eu des guerres. Mais la situation dans le monde a changé. Aujourd'hui, des attentats terroristes sont commis avec des Kalachnikov. Si ça arrive dans les mains des terroristes, c'est terrible. Mais comment empêcher ça? Nous, on ne peut pas l'empêcher. Au départ, on vend ce fusil d'assaut à un pays. Les canaux qui ensuite permettent que ça arrive dans les mains de ces gens-là, nous n'avons aucune influence là-dessus. Regardez ce qui s'est passé en France quand 2 hommes armés de Kalash ont attaqué Charlie Hebdo. C'est terrible. Des innocents sont morts. Des citoyens normaux qui vivaient leur vie sont morts à cause de psychopathes qui se sont procurés des armes. Et nous, on est là où on est. On fabrique ce qu'on fabrique. Que pouvons-nous faire?
6 mois après les attentats de Charlie Hebdo, les choses ont-elles changé en Europe? Est-il plus difficile de se procurer des armes et de passer les frontières? Aucune mesure spécifique n'a été prise officiellement par les autorités françaises pour endiguer les livraisons illicites depuis les Balkans. Pour savoir si le trafic continue, j'ai pris contact avec un trafiquant bosniaque. Sarajevo, au cœur de l'ex-Yougoslavie. La ville a été soumise à un terrible siège pendant 4 ans, au début des années 90. À cette époque, une grande partie de la population de Bosnie-Herzégovine s'est armée. 20 ans après la signature des accords de paix, les stocks d'armes légères sont encore très nombreux dans cette région. Dès mon arrivée, j'ai rendez-vous avec un proche du trafiquant pour organiser le tournage. Est-ce que vous savez dans combien de temps vous partez? 1, 2 ou 3 jours. La voiture arrive et on met tout dedans. Et après, la voiture part. Maintenant, voilà ce que je sais. Nous traversons la Serbie, la Hongrie, l'Allemagne, jusqu'au lieu de destination finale. Il faut bien que vous compreniez qu'ils ne transportent pas du pâté en conserve. Vous pensez que c'est beaucoup trop risqué? En ce moment, évidemment. Écoutez, aujourd'hui, les gens ont très peur. Faites-moi confiance. Je ne vous cache rien, vous le savez bien. Je vais rejoindre le trafiquant. Je vois ce qui se passe, je vous rappelle, et là, vous me rejoignez au lieu de rendez-vous. Le lendemain, j'ai rendez-vous au nord de la ville avec le trafiquant bosniaque. Selon lui, malgré la fusillade de Charlie Hebdo il y a 6 mois, on peut toujours traverser l'Europe avec des kalachnikovs. Il accepte de me montrer une commande en partance pour l'Allemagne et la Hollande. Il est venu avec sa compagne pour ne pas attirer l'attention. T'as acheté combien d'armes? J'en ai pas mal. 5-6 flingues, des kalachnikovs et aussi 50 grenades. Qu'est-ce que vous allez en faire de toutes ces armes? Je ne sais pas. C'est le transporteur qui sait tout ça. Moi, je ne veux surtout pas savoir où ces armes vont aller, hein. Donc je ne pose aucune question. Ces armes doivent partir dans quelques jours, mais il refuse finalement de me présenter aux autres membres de son réseau. C'est trop dangereux. Je ne peux pas me porter garant pour vous, pour que vous puissiez filmer. Non, non, ce sont des gens trop dangereux et ma vie serait alors en jeu. Oui, mais je ferai en sorte qu'ils ne soient pas reconnaissables. Je sais, mais c'est pas le problème. Ils ne veulent pas en entendre parler, donc c'est impossible. Pour savoir si le passage aux frontières est plus difficile qu'avant la tuerie de Charlie Hebdo, je prends contact avec un autre réseau de trafiquants bosniaques qui acceptent de m'emmener. Je me rends sur les hauteurs de Sarajevo. On est dans un labyrinthe de petites routes de montagne, sur les hauteurs à côté de Sarajevo. Là, ce serait franchement difficile qu'on soit suivi. On est au bout du monde, hein. Là, notre petite voiture locale ne peut pas aller plus loin. Donc on va finir la route à pied. On a à peu près, je pense, une 50aine de mètres encore, 100 mètres, je ne sais pas exactement. En tout cas, on est bien dans un endroit isolé, très difficile d'accès. Bonjour. Madame. Cet homme est un fournisseur. Il a collecté des armes dans toute la région. Ces 2 hommes à casquette sont des acheteurs. Ils se chargeront de transporter la marchandise en Europe. T'as bien tout ce qu'on t'avait commandé? Oui, oui. À même le sol, sous une simple couverture, quelques armes de poing, des munitions et des kalachnikovs.
Elle est bien celle-là. C'est un modèle serbe. Elle est bien. C'est une Kalachnikov, Zastava. Zastava, l'usine d'armement serbe que nous avons visitée. Les chargeurs, tu me les as mis de côté? Oui, ils sont là. C'est bien. Je les mets là. Il faut qu'on les empaquette. Celle-là est bien. On la prend aussi. Celle-là est vraiment top par rapport à l'autre. Tu vois? Celle-là est impeccable. T'as quoi d'autre? T'aurais pu trouver plus de pistolets quand même. Il y a des grenades. Combien t'en as? 50. Mon frère, 50 grenades, c'est trop. On en prend combien? 10, 20? C'est combien si on en prend 15? 5 € chacune. Ok, alors on en prend 15. Et les bazookas que je t'ai commandés, ils sont où? J'en ai trouvé, mais que des grands. Ça ne t'aurait pas intéressé. Ouais, je pourrais rien en faire. Mon frère, la prochaine fois, il faudra les bazookas. Et que tu me trouves encore plus de pistolets. Par mesure de sécurité, on me demande d'enfiler des gants. La moindre empreinte pourrait permettre de remonter jusqu'à eux. Pourquoi celle-là est mieux? Parce qu'elle est mieux entretenue que l'autre. Tu le vois par rapport à celle-là. Rien qu'à l'œil. De quelle année est ce modèle? Ils ont commencé à les produire en 70. Donc celles-là doivent être des années 90. Et elle est toujours en bon état? Bien sûr que oui. On dit même que les Kalachnikov Zastava sont encore mieux que les originales. Je peux regarder les cartouches? Ouais, vas-y. Et combien vous allez en prendre là de cartouches? Ah, on en prend environ 300. Regarde, ça c'est un pistolet fabriqué à la main. C'est vraiment un pistolet artisanal. C'est ça, fait maison. Là tu mets une seule balle, une balle de fusil, et t'as plus qu'à tirer. Et ça, c'est fabriqué en Bosnie? Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui fait ça lui-même et que vous connaissez? Oui. Et ça se vend cher? Tout est cher. Un Glock. Il n'y a rien à rajouter. Tout est dit. Ça, tu sais ce que c'est? Non. C'est une arme pour tueur professionnel. Ça, c'est pour tuer quelqu'un la nuit, dans un bar par exemple. Tu vois, il fait sombre et... T'es morte et personne n'a rien vu. Rien entendu. Mais qui vous achète cette arme? La plupart du temps, c'est les narcotrafiquants. On va vérifier la qualité, s'il a beaucoup été utilisé. Parfait. Il a à peine servi. C'est un pistolet d'ex-Yougoslavie? Ouais, bien sûr. Et ça, vous savez ce que c'est? Du plastique? 1 kilo d'explosifs. Avec ça, tu fais péter un bâtiment entier, tranquille. Ça peut faire péter tout un bâtiment. Oui, ça a une puissance énorme. On dit que le plastique d'ex-Yougoslavie, c'est le meilleur au monde. Bon, là, il y a une des Kalash qui me plaît pas. Mais bon, j'ai pas le choix. Je vais la prendre. De toute façon, je vais faire la route. Selon eux aussi, rien n'a changé depuis Charlie Hebdo. Est-ce que vous avez beaucoup de commandes d'armes? Beaucoup. Plus qu'avant? Oui. Voici ce que les transporteurs devront acheminer jusqu'au Luxembourg. Un véritable arsenal. Le départ est prévu dans 1 heure. Il est temps d'emballer l'artillerie. Vous me dites que ça vous a coûté entre 2 et 3 000 €, mais combien vous allez revendre tout ça à destination? Environ. Je peux pas te dire. 5 fois plus, 10 fois plus? 10 fois plus.
Je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous êtes conscient que ces armes, par exemple cette Kalachnikov, elle peut tuer des gens chez moi en France ou ailleurs? Oui, on est conscient de tout. Si vous pensiez aux conséquences, alors vous feriez quoi? Si on y pensait, on arrêterait tout. C'est le boulot qui veut ça. Tout ça, ce n'est que du business. Ceux qui doivent penser à ça, c'est ceux qui les fabriquent. Oui, mais est-ce que quand même vous y pensez parfois? Par exemple, quand il y a un attentat terroriste? Non, on n'y pense pas du tout. Si on réfléchit trop, on n'a plus de travail. Bon, allez, faut pas qu'on traîne ici. Je commence à être nerveux. Allez, faut ranger tout ça. Là, c'est des caches qu'ils ont, par exemple, là. Ils ont des tapis par-dessus, et hop, en dessous, hop, ça c'est des caches où il y a visiblement des pistolets qui peuvent tenir dedans. Les armes sont cachées dans tous les recoins de leur voiture de location. Alors, mais elle est sûre, cette cache-là? Écoutez, s'ils ont envie de fouiller, ils trouveront. Mais pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Donne-moi encore un truc. J'ai de la place. On peut encore en mettre là. Il faut qu'on remplisse au maximum. Là, c'est un endroit sûr. Personne ne va rien trouver. Quand ils ouvrent le coffre, ils contrôlent les sacs et point barre. S'ils ouvrent là, ils contrôlent et c'est OK. Donc là, tout est OK, il n'y a rien. C'est quoi cette Skoda? Le Skoda, c'est les flics qui conduisent ça. Tu crois? À 100%. Il faut toujours tout savoir sur tout. La Skoda n'était pas là tout à l'heure. Vous avez l'air plus nerveux maintenant. Bah oui, je préfère quand même quand on est sur l'autoroute. Je n'aime pas les petites routes, parce qu'on peut se faire remarquer. Et puis on a une plaque étrangère. Les voisins peuvent se poser des questions. Mets-toi à leur place. Et maintenant que les armes sont dans la voiture, vous vous sentez différent? Ah, rien à voir. Tu vois là, j'ai mal à la tête. Ah bon? J'ai la pression. Vraiment? Oui. D'ailleurs, on va vous laisser ici, là. Ils vont nous arrêter ici parce que, comme il y a les armes dans la voiture, ils sont trop en panique, ils veulent pas qu'on reste avec eux avec les armes pour pas qu'on se fasse arrêter. Donc on va descendre, nous, ici. Depuis la Bosnie-Herzégovine, ils vont traverser la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, pour arriver au Luxembourg. L'étape délicate, c'est l'entrée en Union européenne, à la frontière hongroise. J'ai ramené une carte de l'Europe. Ils ont l'intention de passer par le poste frontière hongrois de Röszke. Selon eux, pour entrer en Europe, ils ont une méthode infaillible, la corruption des douaniers. Donc vous avez une connexion là-bas? Oui, et d'ailleurs, nous devons être là-bas ce soir. On doit passer la frontière avant 5 heures du matin. Combien vous allez le payer? Ça dépend de ce qu'on a dans le coffre. Oui, mais là, ce soir, par exemple. 2000 €. Mais cet homme, pourquoi il accepte de faire ça? C'est quand même un policier, un douanier? Un douanier. Il travaille quand même pour la douane. Tu en trouves partout. Mais il y a des failles partout. Ça nous a pris du temps avant d'entrer en contact avec cet homme. C'est pas « j'arrive à la frontière, bonjour, je veux passer, voilà l'argent ». Sinon tu te fais arrêter pour corruption. Tu peux pas choisir n'importe qui. Il faut que tu aies des connexions. Et les Hongrois, ils font ça uniquement pour l'argent. Rien d'autre les intéresse. Tu passes, tu payes et voilà. 2000 € par passage, environ 4 mois de salaire pour un douanier hongrois. C'est l'heure du départ. Les transporteurs ne veulent pas que je monte avec eux ni que je les suive à distance. Je leur confie une caméra pour qu'ils filment leur périple.
Je vous laisse cette petite caméra pour faire un journal de bord pendant la route. On approche de la frontière entre la Bosnie et la Serbie. L'adrénaline commence à monter et on ne manque pas d'excitation. Il passe la première frontière avec la Serbie sans encombre. On vient de passer la frontière serbe sans problème. C'était juste un contrôle de routine. Ils ont ouvert le coffre, regardé nos affaires personnelles et bonne soirée. Nous sommes très contents de ne pas avoir eu de problème. Attends un peu, on a encore beaucoup de route. C'est vrai que ce n'est que la première étape. On a encore du chemin à faire. On vient de passer un des premiers obstacles. On peut dire qu'on est très détendu, on n'est pas nerveux. Même pas une seconde de peur. Ouais, enfin, t'as stressé tout à l'heure à la frontière serbe, quand ils t'ont demandé d'ouvrir le coffre. Oui, c'est vrai, mais parce que je me suis fait un mauvais film, un bad trip. Ouais, en fait, t'as eu peur que l'équipe de tournage te balance. Tu peux pas faire confiance. Tu peux même jamais avoir confiance en qui que ce soit. Ça fait partie de notre boulot. À qui faire confiance? Le moment délicat approche. À une dizaine de kilomètres de la douane hongroise de Röszke, il s'arrête sur le bord de la route pour prendre un café. Maintenant, on va faire une pause et appeler notre passeur à la frontière. Le passeur, c'est le douanier hongrois qui a accepté 2000 € pour ne pas fouiller leur voiture. Tu t'es vraiment garé comme une merde. Allez, on s'en fout, laisse tomber. Voilà l'hôtel où on va se reposer quelques heures en attendant notre contact qui va nous permettre de passer. T'es fatigué? Oui, un peu. On attend ici le passeur et c'est ici qu'on lui donne l'argent? Ouais, ici c'est très bien. Et quand on aura réglé tout ça, on aura fait 70 à 80% du boulot. Et une fois qu'on aura passé la frontière et qu'on sera en Hongrie? On sera en Union européenne. C'est maintenant que ça craint le plus. Oui, enfin. Quand on paye, il n'y a pas vraiment de risque. Rien n'est cher quand tu as de l'argent pour payer. À partir de là, les transporteurs bosniaques ont arrêté de filmer. Quelques jours plus tard, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient bien arrivés au Luxembourg et avaient effectué leur livraison. Je me rends au poste de douane hongrois de Röszke, par lequel mes trafiquants sont entrés en Europe. La corruption est-elle courante ici? J'ai le droit de filmer, mais pas de poser des questions. Je me suis donc équipée d'une caméra cachée. Premier indice, des affichettes placardées un peu partout. Stop à la corruption. Pourquoi il y a écrit stop à la corruption ici? Je ne sais pas. Oui, mais pourquoi? Ici, il n'y a pas de corruption. Pas de corruption, mais pourquoi c'est écrit alors? Non, ici, il n'y a pas de corruption. Donc il n'y a pas de corruption ici, alors que sur l'affiche, il est écrit qu'il faut stopper la corruption. Je vois pas la logique là-dedans. Il faut demander à mon chef. Une dizaine de routiers attendent le tampon des douanes pour faire entrer leurs marchandises dans l'Union européenne. Ce sont des habitués de ce poste frontière. Si certains douaniers sont corrompus, ils doivent le savoir. J'ai demandé aux douaniers pourquoi il y avait écrit stop corruption. Parce qu'il y en a. Alors justement, je travaille sur la corruption. Ici, il y en a tant que tu veux. Pourtant, le douanier hongrois me dit qu'il n'y en a pas. C'est ici qu'il y en a le plus. Ils ne vont jamais vous l'avouer. On parle de quel type de corruption? Mieux vaut que je me taise. Sinon, je vais en dire trop.
Il y a des règles à respecter. Si on ne donne pas de bakchich, ils vont nous contrôler. Et ils finiront par trouver quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est direct une amende de 1 000 € minimum. Donc, t'es obligé de donner du bakchich. Vous devez leur donner combien? Oh, ça dépend. À peu près. 10, 20 ou 50 €, ça dépend. C'est un procédé normal. Oui, tu sais à peu près combien tu dois leur donner. Vous donnez bien l'argent aux Hongrois. Ouais. Le jour même de ce tournage, un scandale éclate. Une dizaine de douaniers est arrêté pour corruption à un autre poste frontière hongrois. Je demande une interview au responsable hongrois de la sécurité. C'est lui qui est en charge des postes frontières de la région. Bonjour, j'ai une interview ici avec la police. Bonjour, je suis Vanina Kamban de Canal+. Je lui raconte ce que j'ai vu au poste frontière de Ruske. En passant la frontière, je me suis donc évidemment arrêtée au poste frontière pour présenter mes documents. Et j'ai vu qu'il y avait des panneaux partout disant « Stop corruption », « Stop la corruption ». Vous savez, c'est une simple mesure de prévention. Nous voulons empêcher que les voyageurs offrent par sympathie une boisson rafraîchissante ou du chocolat à nos fonctionnaires. Et nous voulons seulement les protéger de cela. Plusieurs trafiquants d'armes que j'ai rencontrés payent les douaniers hongrois pour pouvoir passer la frontière avec les armes de manière à ce que leur voiture ne soit pas fouillée. Je n'ai rencontré aucun trafiquant, donc je ne peux rien vous dire à ce sujet. Au fond d'un canapé, un homme intervient. C'est le porte-parole de la police. Il s'adresse en hongrois à notre traductrice. Non, en anglais, s'il vous plaît, en anglais. Adressez-vous à moi. Je vais vous donner le numéro du cabinet du procureur, de la porte-parole du procureur. Vous pourrez lui poser ces questions. Si vous avez d'autres questions sur la police des frontières, nous sommes prêts à y répondre. Mais si vous voulez parler du fait que nous sommes corrompus... Monsieur. Bon, je vais vous remercier car cette interview est maintenant terminée. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas répondre à mes questions, mais c'est un vrai problème. Je parle des armes qui arrivent en France et en Europe et qui arrivent des Balkans. C'est très important. Je parle de sécurité. Coupez la caméra. Le porte-parole pense qu'il n'est plus filmé, mais nos caméras continuent de tourner. Il finit par reconnaître le problème. Je ne vous ai jamais dit qu'il n'y avait pas de corruption à la frontière. Il y a de la corruption à la frontière, bien sûr. Il y en a ici en Hongrie et il y en a dans toute l'Union européenne. Partout. Selon lui, cette corruption à toutes les frontières européennes faciliterait le passage des voitures chargées d'armes. Retour en Bosnie-Herzégovine. Le pays n'est pas seulement un gigantesque arsenal d'armes légères à ciel ouvert, c'est aussi un inquiétant vivier de djihadistes aux portes de l'Europe. Pendant mon tournage, un fait divers a fait la une des médias locaux. Un militant islamiste a attaqué un commissariat dans la petite ville de Zvornik, au nord du pays. Un mort, 2 blessés. Je me rends sur place. L'homme est sorti de sa voiture. Il a pris avec lui un fusil. Le policier a juste eu le temps de faire un pas en arrière. À ce moment-là, l'homme a tiré à travers la vitre et a tué le policier. Et l'homme a dit « Allah Akbar, je vais tous vous tuer ». Donc Allah Akbar. C'est ce qu'ont entendu les policiers à l'intérieur. Je vais tous vous tuer. Et je vais tous vous tuer. Le terroriste est rentré dans le commissariat et a blessé 2 autres policiers.
À ce moment-là, il avait tiré toutes les cartouches qu'il avait dans son chargeur. Il s'est donc réfugié ici pour recharger son arme et les policiers sont arrivés à ce moment-là. Ils l'ont tué ici. L'assaillant Nerdin Ibric était un chômeur de 24 ans. Il n'avait jamais eu affaire à la police. En ce qui me concerne, je n'ai aucun doute. C'est un acte terroriste. Pour moi, on lui a donné l'ordre de le faire et il l'a exécuté. Nous, en tant que service de police, nous avions des informations qui confirmaient qu'il y avait des gens qui étaient sympathisants ou membres de ces mouvances radicales type Al-Qaïda. Mais honnêtement, je pensais qu'il se préparait à faire quelque chose ailleurs, mais pas ici. La Bosnie est effectivement un incubateur du djihadisme depuis plus de 20 ans. Lors de l'effondrement de la Yougoslavie au début des années 90, musulmans, serbes et croates s'affrontaient. Les musulmans ont reçu le soutien des combattants islamistes venus du monde entier. Ils les ont enrôlés dans une brigade internationale baptisée El Mujahideen. Cette brigade de djihadistes étrangers était réputée pour sa cruauté sans limite, comme le montrent ces vidéos de propagande. Mujahidi su sa braćom iz armije poigrali fudbala i to je bila igra puna ljubavi i prijateljstva u ime Allaha, čista od pogrdnih i ružnih izraza. La brigade El Mujahideen comptera jusqu'à 2000 hommes, ce qui en fera la plus grande formation militaire islamiste au monde. Dans ces camps d'entraînement démantelés après les attentats de septembre 2001, sont passés notamment Cheikh Mohammed, le cerveau du 11 septembre, et Mohamed Atta, le chef du commando qui a percuté l'une des tours du World Trade Center. À la fin de la guerre de Yougoslavie en 1995, les djihadistes de Bosnie ont poursuivi leur carrière en Tchétchénie, en Irak, puis en Syrie. D'autres sont restés ici en Bosnie où ils ont obtenu la nationalité. Après l'attaque du commissariat de Zvornik, j'ai récupéré un article de presse sur Nerdin Ibric, le jeune chômeur. Comment a-t-il basculé dans le terrorisme? Je me rends dans son village, à quelques kilomètres. Bonjour. Vous suivez la route là? C'est loin d'ici? J'y suis jamais allé. Ah, vous n'y êtes jamais allé. Au revoir. Au bout d'un chemin de terre, sa maison. C'est peut-être cette maison. Va plus loin. J'ai l'impression que c'est cette maison-là. Ou pas. Ah si, c'est celle-là. Ça y est, c'est celle-là. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Je travaille pour la télévision française, je prépare un documentaire. C'est votre fils? Oui, c'est mon fils. C'est une photo qu'on trouve sur Internet. Ma douleur ne s'arrêtera jamais. Selon elle, son fils unique s'est radicalisé en moins de 6 mois. Et pendant cette période, vous avez remarqué des changements chez lui? Il m'empêchait de regarder la télévision. Il l'avait débranchée et emmenée à l'étage. Il ne m'autorisait pas à écouter la radio non plus. Il disait « tout ça c'est péché ». Et lui, il n'écoutait plus de musique du tout. Il ne faisait que prier et n'écoutait que leurs prêches. Ce genre de prêche qui te touche au plus profond de toi et qui t'endoctrine. Le matin de l'attaque du commissariat, elle avait bien remarqué que son fils manipulait les armes.
Ce jour-là, quand il a quitté le domicile, est-ce que vous avez remarqué qu'il avait emmené les armes? Oui, d'habitude, les armes étaient toujours enveloppées dans un tissu. Et ce jour-là, je suis rentrée dans sa chambre. Il était en train de les sortir. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit « je vais les nettoyer ». Donc il a pris les armes, les 2 fusils et le pistolet, et il les a mis dans la voiture, c'est ça? Je ne l'ai pas vu partir, puisque j'étais en train de nourrir les poulets. Quand vous êtes rentré dans la maison, vous vous êtes rendu compte que les armes n'étaient plus là? Non, il avait tout emmené avec lui. Et il faut voir à quelle vitesse il est parti. Et plus tard, quand je suis allée au village, il y avait un groupe de gens qui parlaient d'un attentat terroriste, une attaque contre la police. Je me suis décomposée. J'ai eu une montée d'angoisse. J'ai compris que c'était lui. Comment vous avez su? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre avec les armes? J'ai toujours eu peur qu'il passe à l'acte un jour. Je lui disais « Fais attention, Nerdine, tes fréquentations vont t'amener à commettre un acte terroriste. » Selon l'article de la presse locale, l'un des inspirateurs de l'attentat de Zvornik serait un militant islamiste qui vit à quelques kilomètres. Nous retrouvons son adresse. Bonjour. Salut. L'homme accepte de nous rencontrer. Nous le filmons en caméra discrète. Je suis une journaliste française. En fait, je suis tombée sur cet article. Et je voudrais savoir si vous accepteriez de me parler de l'histoire de l'attentat. Voilà. Où est-ce que ça sera diffusé? À la télévision française. Venez, on va monter à l'étage. Pourquoi? Parce que... Il nous demande de le suivre à l'arrière de la maison pour parler en toute discrétion de l'auteur de l'attaque de Zvornik. Il dément l'avoir poussé à passer à l'acte. La mère de Nerdine veut justifier l'acte de son fils en disant qu'il a été endoctriné. Mais est-ce que moi, je peux forcer qui que ce soit à faire quelque chose? Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Quel est l'intérêt de cet attentat pour moi? Pour les musulmans de Bosnie ou pour nous, les salafistes? Mais alors pourquoi Nerdine a-t-il fait ça? Moi, je sais pas. Vous en avez forcément parlé ensemble. Non. Non, il s'est dit que ça allait apporter quelque chose de positif à l'islam, et il est passé à l'acte. Ce qui compte, c'est la raison pour laquelle il l'a fait. Ou bien il l'a fait pour se mettre en avant, ou alors il l'a fait au nom de la religion. Et s'il l'a fait au nom de la religion, ça veut dire que c'est un martyr. Mais vous, personnellement, est-ce que vous le considérez comme un martyr? Évidemment que c'est un martyr. Cet homme a fait 3 mois de prison, notamment pour être allé en Syrie. Pourquoi est-ce que vous êtes allé en Syrie? Pour aider mes frères. Je suis allé aider l'islam parce que l'islam est attaqué. Puisque vous êtes persuadé de la légitimité de votre combat, pourquoi vous ne retournez pas en Syrie? Pourquoi vivez-vous ici? Il faut bien que certains soient ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans 3, 5 ou 10 ans, l'État islamique sera ici. Quand il y aura la guerre ici, alors on combattra. Mais il n'y aura pas la guerre. Et si? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ici, tout doit devenir islamique. Cette bombe à retardement du djihadisme bosniaque, un homme la dénonce. Bonjour. Bonjour. Vanina Kamban. Djevad Galiašević. C'est un universitaire musulman réputé en Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine, qui a une forte population musulmane, est sans aucun doute le pays d'Europe le plus fanatique. Et il menace la sécurité de l'Union européenne. Il y a environ 2 ans, les services secrets de Bosnie-Herzégovine ont annoncé que plus de 3000 personnes étaient liées au terrorisme,
ou représentaient une menace terroriste. Avec l'intensification de la guerre en Syrie, ce nombre a augmenté. Et aujourd'hui, nous parlons de plus de 5000 personnes qui représentent une menace terroriste, qui sont prêtes au combat, qui sont fanatiques. Vous êtes en train de me dire que 5000 personnes seraient prêtes ici en Bosnie-Herzégovine à commettre des attentats terroristes? Ils sont prêts à attaquer partout au nom de l'islam. 5000? Oui, 5000. À ce stade de mon enquête, je m'apprête à finir mon film. Un événement va tout bouleverser. Les attentats de Paris, le 13 novembre 2015. Ce matin-là, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, annonce dans la presse un plan de lutte contre le trafic d'armes, décidé suite à une énième fusillade à Marseille 2 mois plus tôt. Depuis quelques semaines, je réclame une interview sur le trafic d'armes entre les pays de l'Est et la France. J'en profite pour relancer la chargée de communication de Bernard Cazeneuve par texto. Bonjour, visiblement M. Cazeneuve présente son plan aujourd'hui. Quid de la presse et de notre interview? Vanina Camban. Vous pouvez suivre sa visite à Nanterre cet après-midi, mais il ne veut pas d'interview, pas le temps. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir même, 3 terroristes armés de Kalachnikov mitraillent des terrasses de cafés et restaurants dans les 10e et 11e arrondissements. Bilan, 39 morts et des dizaines de blessés. Coïncidence, ce soir-là, je prends un verre à 100 mètres du Bataclan. Le patron du bar baisse son rideau de fer. J'échange quelques SMS avec ma rédactrice en chef. C'est un truc de dingue, il y a une prise d'otage au Bataclan. Je suis à 100 mètres enfermé dans un bar. Putain, ça va? Stressant, on a entendu les tirs. Les gens couraient, on s'est enfermé. Putain, ça va toujours? On est enfermé, des mecs viennent d'arriver choqués. Nous aussi, on a entendu des booms. Dehors, ils sont méga armés. Il y a des coups de feu, périmètre bouclé. 2h30 plus tard, la police nous autorise enfin à quitter les lieux. Je commence à tourner. La prise d'otage au Bataclan a fait 90 morts et des dizaines de blessés. Les témoins sont sous le choc. Alors moi j'étais à l'intérieur du bar. Je vois des gens qui commencent à courir. Et là donc je sors immédiatement. Et là il y avait une foule énorme qui commençait à circuler dans la rue. Et on a vu des gens en sang. Voilà, une femme qui était portée, apparemment qui était blessée par balle, parce qu'on a discuté avec les pompiers après. Ils nous ont dit il y a une fusillade au Bataclan, rentrez tout de suite. On a vu des gens arriver ensuite avec des couvertures de survie, avec du sang, on leur a ouvert la porte pour qu'ils viennent à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est très très grave, que c'est bien pire que Charlie, bien pire que ce qui s'est passé au début de l'année. Et là, comment vous vous sentez? Là, je suis soulagée qu'on vienne me chercher après 5-6 heures d'attente. Mais je suis absolument dégoûtée et profondément choquée là. Je suis désolée. Je vais y aller. Parmi les armes utilisées pour ces attentats, 6 Kalachnikov M70 fabriqués dans l'usine serbe de Zastava. Je retourne en Serbie pour interroger le directeur que j'avais rencontré. Il a reçu une demande d'information des autorités françaises concernant les 6 Kalachnikov M70 utilisés par les terroristes.
Est-ce que vous avez été surpris de recevoir une telle demande? Évidemment. Pour moi, la vraie surprise, ce sont les 130 innocents tués. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Évidemment, ce n'est pas agréable pour moi de savoir que ce sont des armes qui ont été fabriquées dans mon usine. Mais comme je vous l'avais déjà dit, ce ne sont pas les fusils qui tuent, ce sont les hommes. Ce sont les numéros de série qui permettent d'identifier les kalachnikovs. Fusil automatique M70 avec un numéro de série 5960. Produite en 1990. Donc elle est partie à Novo Mesto en Slovénie. Fusil automatique M70, numéro de série 201. Produite en 1983, donc achetée par la Bosnie-Herzégovine. Le directeur ne sait pas comment ces armes sont arrivées en France. Comment perd-on la trace de ces armes? Pardonnez-moi, mais quand on est en période de guerre et qu'un soldat qui a une arme se fait tuer dans une forêt et que cette arme est récupérée par quelqu'un d'autre, comment on contrôle ça? Ça arrivait tout le temps. Les gens achetaient ces armes, les revendaient et faisaient du trafic avec. Les informations fournies par Zastava ne sont qu'un premier pas pour les enquêteurs. Ils vont ensuite devoir remonter tout le circuit des intermédiaires et des fournisseurs jusqu'aux assassins de Paris. Un travail de très longue haleine. Le lendemain des attentats, les autorités françaises ont décrété l'état d'urgence et mis en place des contrôles renforcés aux frontières. Des contrôles aléatoires. Vous montez sur le côté? À gauche. Un contrôle d'une durée de 2 heures. Une douzaine d'hommes est spécialement dépêchée pour fouiller les véhicules. Merci. J'ai obtenu de pouvoir filmer un barrage à la frontière entre la France et la Suisse. Divonne-les-Bains, l'une des routes les plus directes depuis la région des Balkans. Alors là, je regarde s'il y a des armes, des explosifs. Donc là, visuellement, il n'y a rien. D'accord. Et au niveau de la roue de secours, bon là, effectivement, il y a une roue de secours, donc tout est correct. Là, vous regardez uniquement cette partie-là, c'est-à-dire où il y a la Alors, roue de secours. je regarde le coffre. Ensuite, on va aller voir la boîte à gants devant. D'accord. Et puis, au niveau des sièges à l'arrière. Et là, par exemple, vous avez eu vous une formation un petit peu pour qu'on vous explique où est-ce qu'il faut regarder dans un véhicule? Non, en fait, là c'est un contrôle de bon sens, je dirais. Hein, voilà. Donc on regarde, nous, où on estime pouvoir cacher des armes. Parce que si vous voulez, moi, les trafiquants que j'ai suivis, parce que depuis que je fais cette enquête, j'ai pu suivre plusieurs groupes de trafiquants d'armes, et ils m'ont montré où ils cachaient leurs armes, et en l'occurrence, c'est absolument pas au niveau de la route de secours. Ouais. Donc ça veut dire que vous ne regardez pas vraiment aux bons endroits. Il faut regarder où? Il faut regarder partout, en fait. Hein, mais alors, la difficulté, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on ne peut pas se permettre de fouiller un véhicule complètement, parce que sinon, on va y passer une demi-heure. Hein, là, c'est vraiment des contrôles aléatoires. Donc, on joue, enfin, je dirais qu'on peut jouer également sur la chance. Voilà. Vous comprenez que si on passe à un véhicule au peigne fin, on peut le faire, hein, on peut regarder dessous, on prend des miroirs, etc. On fait passer le chien, on va y passer un quart d'heure, 20 minutes, et pendant qu'on fait ça, il y a tout un flot de véhicules qui passent. Quoi. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il faudrait dire qu'il faudrait plus de personnel finalement? Plus de personnel ou plus de moyens techniques. Si par exemple on avait un scanner au niveau de chaque douane, bon, en 15 secondes on passe le véhicule au scanner, c'est clair. Et puis ça passe. Et là, effectivement, on aurait des moyens beaucoup plus précis de trouver des armes. Quoi. Des scanners mobiles à la disposition des forces de l'ordre. Il en existe 4 dans toute la France. Trouver des armes revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Il y a à peu près une cinquantaine de chemins ou de routes qui permettent d'aller de France à Suisse ou de Suisse à France. Vous voulez dire que c'est impossible à contrôler? Donc effectivement, on ne peut pas contrôler tous les points de passage. Hein.
On pourrait pas mettre des postes fixes 24 heures sur 24 sur une période de plusieurs jours ou de plusieurs semaines. Même en ce moment, avec les attaques terroristes qui ont eu lieu le 13 novembre. Non, mais bien sûr que non. Entre des passages de véhicules, des piétons peuvent passer à travers champs, à travers bois. Hein, une frontière, c'est pas un mur de 10 mètres de haut. Hein. Une frontière, c'est... Enfin, les frontières ne sont pas infranchissables, finalement. Voilà. C'est pas rassurant. Bon, mais ça a toujours été. On ne découvre pas aujourd'hui que les frontières sont poreuses. 19h, fin des contrôles. Alors? Non, c'est bon. Il n'y a rien du tout. Ouais, on lève le dispositif, on est en chef. Hein, vous dites aux militaires? Alors les résultats? On a trouvé 0 arme et 0 explosif. Pour autant, j'estime qu'on a lutté indirectement contre les trafics d'armes parce que peut-être qu'il y en a qui sont passés, j'en sais rien, mais peut-être que des véhicules au loin ont fait demi-tour et ne sont pas rentrés en France, ne sont pas rentrés sur notre secteur. Allez, merci beaucoup. Bon retour à vous. Merci bien, bon retour. Au revoir. Pardon, bon retour. Au terme de notre enquête, Bernard Cazeneuve n'a toujours pas voulu répondre à nos questions. 3 semaines après les attentats, nous profitons d'une opération de communication pour l'interpeller. Thème du jour, la sécurité à l'aéroport Charles de Gaulle. Des Kalachnikov rentrent en France depuis des années. Vous avez annoncé votre plan de lutte contre le trafic d'armes en septembre 2015. Vous l'avez même annoncé à la presse le 13 novembre au matin. Est-ce que c'est pas trop tard? Pourquoi est-ce que vous avez lancé ce plan aussi tard? D'abord, c'est une erreur que de considérer qu'il faut attendre un plan pour agir. Le plan que j'ai annoncé n'est pas un plan qui donne le top départ de la lutte contre le trafic d'armes. La lutte contre le trafic d'armes, nous l'avons lancée il y a très longtemps. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est près de 5000 armes que nous récupérons chaque année. Donc nous n'avons pas attendu du tout pour lutter contre le trafic d'armes. Est-ce que des mesures ont été prises, par exemple, après Charlie? Nous, on a suivi des convois de Kalachnikov qui partent des Balkans avant Charlie. On a pu en suivre après Charlie. On n'a pas eu le sentiment qu'il y avait le moindre changement. On ne peut pas lutter contre le passage des Kalachnikov s'il n'y a pas une coopération européenne renforcée. Donc nous avons fait cela, nous avons été à la pointe de ce combat au sein de l'Union européenne et nous l'avons fait de façon déterminée. Est-ce que le 13 novembre est le symbole de l'échec en fait, des politiques que vous avez mises en place contre le trafic d'armes? On se réveille le 13 novembre, il y a 8 équipes. Je vous redis, si vous voulez bien entendre les réponses que je vous donne, par-delà l'entêtement de vos questions, que nous avons agi. Et je vous explique ce que nous avons fait. Si vous considérez, ce qui est tout à fait votre droit, qu'à partir du moment où on agit, tous les problèmes sont réglés, vous péchez par naïveté. Parce que il y a un constat d'échec. Le 13 novembre est un constat d'échec sur la politique contre le... Non, ce n'est pas un constat d'échec. Le 13 novembre, c'est une tragédie qui a frappé notre pays et qui n'est pas du tout le constat d'échec de ce que nous avons engagé. Juste, il va y avoir de nouvelles mesures? Selon mes informations, les trafiquants ne sont pas plus inquiets aujourd'hui pour leur business qu'au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Quelque part en Europe, j'ai un dernier rendez-vous avec un trafiquant qui approvisionne Paris et Lyon. « 130 personnes ont été tuées à la Kalachnikov. Est-ce que vous pensez qu'après ces attaques terroristes, les armes vont quand même continuer à arriver en France? » Oui, ça va continuer. Ça va continuer. Ils ne peuvent pas les arrêter. Je suis désolé pour tout ça, mais ils ne peuvent pas les arrêter. C'est impossible. Ils peuvent peut-être intercepter une cargaison, mais 3 autres vont passer. Pourquoi? Pourquoi? C'est le business. Les gens veulent faire de l'argent. Il faut qu'ils vivent. Mais vous, par exemple, vous êtes toujours en relation avec vos contacts à Lyon et à Paris? Là non, j'ai arrêté un peu, momentanément. J'ai changé mes numéros de téléphone. Je ne veux pas être en contact avec eux pour le moment. J'ai levé le pied.
Et vous, par exemple, aujourd'hui, vous n'accepteriez pas de faire une vente d'armes? Si, s'il paie double. Pourquoi je ne le ferais pas? S'il me paie le double, bien sûr que je le ferai. Je veux faire de l'argent. Combien de Kalachnikov circulent aujourd'hui en France? Aucun chiffre officiel n'existe. Mais des fusils d'assaut entrent à flux continu sur notre territoire depuis près de 20 ans. Au lendemain des derniers attentats, les autorités françaises ont effectué plus de 2700 perquisitions. Elles ont saisi plus de 400 armes. Sur ces 400 armes, une quarantaine seulement sont des armes de guerre. C'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Facebook sur la page spéciale investigation. Et la semaine prochaine, nous enquêterons sur les enfants dans le chaos de l'actualité. Nous reviendrons sur 2 dossiers chauds. Les jeunes migrants qui prennent tous les risques pour refaire leur vie en Europe et Boko Haram, cette secte islamiste qui a enlevé des centaines de collégiennes en avril 2014. Alors à lundi prochain. D'ici là, continuez de décrypter l'info sur Canal. Salut!